va passer à la troisième partie de la présentation, qui c'est aussi en relation à la troisième question du quiz. Et ici, on a Zulima qui va parler de la couple de 41 ans qui consulte pour une infertilité primaire depuis un an. Et qu'est-ce qui se passe, quel est le risque, quel est le traitement avec le moins risque pour des fausses couches. Donc, merci Zulima. Et effectivement, comme le montrent les résultats du quiz, vous êtes la grande majorité à avoir donné la bonne réponse. Si la question est le traitement qui offre le meilleur taux de grossesse, oui, la donation sera la solution. Et ça, c'est dû à la qualité ovocytaire. Si vraiment nous voulons enlever les facteurs H, la meilleure solution pour la quantité et qualité, vraiment, c'est les dons d'ovules. Ça, c'est avec ou sans le diagnostic génétique préimplantatoire. Les embryons que nous pouvons obtenir d'un traitement de dons auront très haute possibilité d'être génétiquement équilibrés. Sa possibilité, c'est environ 70%. Entre tous les traitements de PMA, les dons d'ovules est le traitement qui a le plus augmenté ces dernières années. Et nous venons de recevoir mardi dernier les résultats du registre national sur le PMA en Espagne et il nous indique qu'aujourd'hui, 9,5% des enfants en Espagne sont nés grâce à un traitement de PMA. Et de ça, 1 sur 3 sont nés grâce à un don d'ovules. Je pense que ce sont des chiffres vraiment intéressants. Et nous avons passé de 336 cas de dons d'ovules en 2001 à plus de 17 000 cas de dons d'ovules en frais et presque de 8 000 cas de dons d'ovules vitrifiés. La plupart des patients qui font des traitements ont entre 41 et 45 ans, et suivis du groupe de 36 jusqu'à 41 ans. Et nous savons que l'Espagne offre ces traitements aux patients nationaux et internationaux. Et que l'Espagne, avec les États-Unis, et le Japon, le Canada sont les pays leaders en donation d'organes, de sang et de gamètes. Ceci est possible grâce à la législation, à les rapports qualité-prix de leurs techniques, à la qualité des soins et le nombre de centres de PMA que nous avons. C'est pourquoi l'Espagne est devenue une référence internationale en matière de dons d'ovules. Et actuellement, 20% des cycles que nous faisons sont de ce type. Et le don d'ovules en Espagne est régi par la loi sur le PMA qui nous indique que le contrat doit être gratuit, formel et confidentiel entre la donneuse et la clinique. En aucun cas, les dons auront un caractère lucratif ou économique. Et la compensation économique, oui, mais sert uniquement à compenser la gêne physique et les frais de déplacement et de travail occasionnés. Les données anonymes, la confidentialité d'identité doit être garantie, sauf circonstances exceptionnelles s'il y a un risque de la vie ou de la santé de l'enfant. Donc, l'identité pourrait être révélée. Mais bien qu'il soit anonyme, c'est un registre traçable, car il y a quelques années, nous avons une plateforme en ligne qui est régie par la loi, c'est partie du ministère de la Santé, et qui relie plus de 400 centres de PMA en Espagne, qui dispose de toute l'information de la donation, les cycles, la réceptrice et la donneuse. Et ce registre s'appelle le registre CIRA. Et grâce à la législation et avec la facilité d'être en Europe où il y a une liberté de circulation, donc l'Espagne est devenue une référence de reproduction transfrontalière. D'une part, les patients cherchent à éviter les lois trop restrictives de ce pays d'origine et d'autre part, pour la qualité, pour l'écoute et pour maintenir la confidentialité.
Et tous les protocoles, en général, visent à garantir les mêmes conditions économiques des patients nationales et internationales. Et nous essayons de faciliter les périodes de séjour, de faciliter la communication dans les centres et de faciliter le déplacement pour les traitements. Mais venir en Espagne pour un traitement de dons, ce n'est pas uniquement une décision secondaire à la législation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les dons ont augmenté ces dernières années. Avant, le traitement se fait uniquement aux patients présentant insuffisance ovarienne primaire, secondaire et ménopause précoce. Après, nous avons ajouté de nouvelles indications comme patients présentant des maladies génétiques. Donc, il n'y a pas plusieurs suffisants des embryons pour faire un diagnostic préimplantatoire, ou bien patients présentant des échecs répétés d'implantation, où il y a un facteur ovocitaire suspecté, ou patients avec âge maternel avancé en raison de la qualité ovocitaire. Et de plus, nous avons les avances de technologies du laboratoire, comme l'amélioration de la technique de vitrification ovocitaire et embryonnaire, de la mise en culture des embryons jusqu'au état de blastocyste au jour 5, et aussi l'évolution dans les processus de sélection des embryons avec des équipes de time-lapse, comme les RERI. Et actuellement, comme Stéphanie a déjà expliqué, non seulement dans les traitements de dons, mais dans tous les traitements à notre groupe, IVF Live, nous proposons des embryons directement au état de blastocyste, car nous savons que ces embryons sont ceux avec les plus grandes capacités d'implantation, meilleur taux de grossesse, naissance vivante et moins de possibilités de fausse couche. Et le traitement de dons offre plusieurs embryons pour les transferts. Normalement, le premier transfert se fait en frais et les embryons surnuméraires sont vitrifiés pour les tentatives ultérieures ou pour les deuxièmes grossesses. Et ce transfert des embryons au état de blasto permet de consolider les taux de grossesse uniques par cycle et bien sûr diminuer les taux de grossesse multiples, que c'est un événement indésiré pour nous dans la PMA. Ici, nous pouvons voir comment est-ce qu'a évolué la politique de transfert des embryons en Espagne. Ça, c'est des embryons de dons d'ovules. Au début, en 1998, 3 ou 4 embryons pouvaient être transférés dans un cycle, mais aujourd'hui, c'est vrai que le transfert des embryons uniques domine dans 80% des cas. À notre groupe, comme nous travaillons seulement avec des blastos, ça c'est presque 100%. Donc, le taux de grossesse selon la Société espagnole de fertilité pour un traitement de dons est environ 55%. À notre groupe, c'est avec blastos, si le patient est moins de 40 ans, 70%, et si est plus de 40 ans, 61%. C'est vrai qu'avec les diagnostics préimplantatoires, ce taux augmente un peu. Et il y a aussi des évolutions, pas seulement des laboratoires et du processus, les transferts, des protocoles de transfert, mais aussi une évolution dans la sélection des donneurs. Avant, la sélection se fait uniquement par les groupes sanguins et les couleurs de peau. Après, nous avons ajouté tous les phénotypes. Et aujourd'hui, grâce à les avances de la biologie moléculaire, nous pouvons proposer un examen complémentaire comme l'étude de compatibilité génétique pour écarter le fait que le couple soit porteur d'une maladie récessive, une mutation récessive. Et si c'est le cas, nous devons assigner un donneur qui ne porte pas les mêmes mutations. Ça, c'est pour réduire les risques de mutation récessive. Cette étude est complémentaire. Les patients ne peuvent avoir l'information spécifique des mutations récessives de la donneuse, mais oui, ils peuvent connaître qu'en général, il n'y a pas une incompatibilité génétique entre les deux. Et même quand tout est fait dans les meilleures conditions, avec les meilleures technologies et la sécurité, nous savons que faire face à un traitement de dons d'ovules est une situation vraiment complexe à laquelle le couple n'est généralement pas préparé. Quand nous proposons les traitements, les réactions sont diverses, sont parfois
irrationnelle et elle arrive à la consultation avec beaucoup de doutes, beaucoup d'informations que ce n'est pas toujours correct. Et même si le traitement est marqué par les preuves solides, scientifiques solides, et ils ont beaucoup de doutes en général. Mais aujourd'hui, nous pouvons les aider à répondre leurs doutes avec un concept qui est dans le cadre des avancées de la biologie moléculaire, comme l'épigénétique. L'épigénétique est la science qui étudie les effets que les facteurs externes ou environnementaux ont sur les fonctions d'un gène, sans une modification de la séquence de l'ADN. J'étudie la musique et j'adore. J'ai trouvé 10 analogies dans la littérature pour expliquer un peu le concept d'épigénétique. Nous pouvons penser que la chaîne de l'ADN est comme un partition dans une composition musicale. La partition dispose des informations, des instructions pour jouer quelques morceaux de musique. Mais ça, c'est seulement une information. Pour avoir une fonction, il faut avoir un interprète. Et donc, chaque personne, selon ses conditions, ses connaissances, peut interpréter la partition d'une manière ou d'une autre. L'embryon et la réceptrice est comme ça, à peu près. L'embryon a un code génétique, une information génétique, et la réceptrice, elle va lui apporter l'épigénétique, la fonction à ce code. Et comme ça, je pense que c'est plus facile, au moins pour moi, expliquer le concept. Il y a deux mécanismes principaux pour les changements épigénétiques. Un, c'est directement sur l'ADN avec la méthylation. Méthylation et l'inactivation du gène. Et l'autre, c'est sur les histones. Nous pouvons voir bien en méthylation ou l'acétylation. L'acétylation, par contre, c'est l'activation du gène. Donc, les gènes peuvent être activés ou rester silencieux. Et nous sommes les résultats des interactions des gènes, de notre propre gène, mais aussi des interactions de notre gène avec l'environnement. Donc, nous pouvons répondre à la réceptrice, oui, vous êtes la mère de votre enfant. Et pour conclure, je vais vous dire qu'un bon protocole de don, ce n'est pas uniquement arriver à avoir un bêta positif, mais les aider à comprendre que la parentalité est plus qu'un gamète. Merci.